Côte d'Ivoire, élections locales. Que cache le financement de Bruxelles? Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. L'Union européenne a injecté 400 000 € dans le processus électoral ivoirien à travers le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en amont des élections locales de septembre 2023. À 2 ans de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, combien pèsent politiquement Alassane Dramane Ouattara, Laurent Koudou-Gbagbo et Henri Konan Bédié? Le double scrutin municipal et régional qui se tiendra le 2 septembre prochain va permettre d'évaluer le rapport de force électorale entre le RHDP, le PDCI, le PPACI et le FPI si Alassane Ouattara et ses complices jouent le jeu de la transparence. Pendant ce temps, le PDCI et le PPACI veulent s'allier pour les élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. Mais des blocages persistent dans certaines zones et pourraient compromettre leur projet d'union face au RHDP d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin, Côte d'Ivoire, élections locales, que cache le financement de Bruxelles? Et pour répondre à nos questions, spécialistes de la Côte d'Ivoire, c'est Patient Parfendom, il est homme politique, il est de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jessolangos, bonjour à nos nombreux internautes, bonjour à toute la grande galaxie panafricaine, bonjour aux promoteurs et initiateurs de cet excellent projet, à vous, à votre famille, à nos valeureux techniciens. Je pense que c'est l'ensemble, n'est-ce pas, de cet engrenage qui permet aujourd'hui à l'Afrique d'être heureux, de pouvoir de temps en temps partager avec vous l'ensemble des thématiques que vous mettez à notre disposition. Très heureux de vous avoir, Patient Parfendom. On sait pertinemment qu'actuellement, ce n'est pas la grande forme. Vous avez perdu, on va le dire ainsi, des proches, de nombreux proches ces jours-ci. Nous allons vous souhaiter toutes nos condoléances et toute notre compassion à vous et votre famille. On va le dire ainsi. Vraiment, ça envoie tout droit au cœur. Je suis à peine rentré de ma Bibi natale, dans ma région d'origine, bien que je sois né à Douala, mais c'est là-bas que mes ancêtres ont fondé, n'est-ce pas, le clan, l'ethnie dont je suis originaire, dont j'y vais régulièrement. Je suis arrivé à Douala et puis je suis tombé sur une très mauvaise nouvelle. Il fut mon ami, il fut mon alter ego, comme il aimait bien le dire. C'est une amitié, une fraternité presque cinquantenaire et qui part dans des conditions assez brutales. Je ne m'attendais pas à ça. Cette attaque qu'il a emportée finalement, vraiment ça en fait très mal. C'est l'homme avec qui j'ai tout fait. Nos 400 coups, nos rêves, nos échecs, nos brouilles, parce qu'en amitié il y en a, nos coups de gueule souvent violents, nos séparations, nos réconciliations, mais avec qui j'ai tout fait. Tous nos projets, nos épouses, ensemble, qu'on a tout concocté, nos enfants, même les noms de nos enfants. On était peut-être séparés sur des questions qu'il a fini par adopter d'ailleurs à la fin. C'est-à-dire mon engagement sur le plan de la lutte politique et panafricaine. Il ne comprenait pas. À la fin, il a si bien compris qu'il ne manquait aucune occasion pour ne pas être devant son petit écran pour suivre nos débats. Et vraiment, sa mort m'attriste beaucoup. Je pense à son épouse, à ses enfants. Mais bon, il s'appelait Inak Corentin Anderson. On l'appelait le gros. Tous qui sont de côté des chaînes Nobel savent très bien qu'il était ancien du lycée de Nobel, ancien de l'université de Yaoundé. Ngouaekele, je pense qu'il a fait ses cours, alors que c'était un très bon matheux. Bon, par moment, la vie vous montre que bon, nous tous, nous sommes finalement dans le pipe qui va conduire à l'au-delà. J'espère tout simplement que nos ancêtres et Dieu seront être cléments vis-à-vis de ces manquements et de le prendre auprès d'eux et que nous en posséder. Tout ce que je peux lui dire, c'est que et à bientôt, parce que c'est la vie. Dans tous les cas, toutes nos condoléances et notre compassion à vous et votre famille, et sans oublier à la famille du défunt. Mais comme j'aime souvent le dire, la vie est belle, elle est courte, elle est dangereuse, mais elle mérite d'être vécue. Mais avec mes excuses, je tiens quand même, ça s'enchaîne, c'est la vie. Elle est dynamique, elle est contradictoire, elle va en spirale, mais c'est la dynamique. Parce que c'est pas le sujet, mais j'aimerais quand même faire un petit coup de gueule sur cette tentative de provocation de la part de la France dans cette question de la promotion de cette chose-là.
De l'homosexualité, de LGBT. Voilà. Ce monsieur qui est le promoteur de ces choses-là, là-bas chez eux, a tenté de faire une incursion dans mon pays natal, le Cameroun. C'est l'occasion pour moi de remercier la promptitude des autorités camerounaises. Quand c'est bien fait, il faut le souligner. Oui. Dans le communiqué du ministre des Affaires étrangères camerounaises, monsieur le jeune Bélan a été sans équivoque. Nous sommes contre cette pratique, nous sommes contre cette visite. Et ce monsieur tente quelque chose, je ne sais pas tant quoi, ça me tient un peu au nom. Nous ne gardons pas ce genre de nom dans tous les cas, pour le dire bantou que je suis. Finalement, nous avons éventré par la mobilisation populaire, par la détermination des populations, par la dénonciation, n'est-ce pas, de ce coup fourré de monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun. Et nous tenons le lieu de faire très attention. Nous sommes certes très paisibles, nous sommes certes très calmes, mais il peut demander à sa prédécesseur, je ne sais pas. À son prédécesseur. À son prédécesseur, Madame Robichon, c'est ça, qui a tenté. Absolument, elle surtout. Et le précédent également. Et elle a vu de quel bois on se chauffait. Donc, monsieur l'ambassadeur, trêve de provocation. La loi camerounaise, notre État, notre peuple n'accepte pas cette pratique puante, infecte que vous faites là-bas. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Et chez nous, nous respectons l'être humain, nous respectons la nature avec ces pratiques. Si vos sociétés n'ont plus de limites, elles sont devenues libertaires, elles n'ont plus d'interdits, elles n'ont plus de totems, elles n'ont plus de tabous. Chez nous, nos sociétés ont des totems. Elles ont des interdits. C'est ça qui fonde l'originalité des sociétés africaines et, j'allais dire, leur essence. Ne tentez plus de nous provoquer pour une autre fois dans le registre de ce que vous avez voulu faire. À M. Macron, sachez brider vos représentants chez nous. Parce qu'un jour, je ne serai pas responsable d'un coup de folie. Vous savez, nous avons une ethnie chez nous qu'on appelle les Etounes. On nous dit qu'ils ont 15 minutes de folie par jour. Si ça coïncide avec nos moments de folie, et que dit Etounes, dit Bantou, nous ne serons pas responsables des dégâts que votre insulte, vos crachats vis-à-vis de nous, votre condescendance, mais surtout vos provocations incessantes produisent. Donc merci au gouvernement camerounais de nous avoir écoutés et de nous avoir fait honneur en interdisant la visite de ce petit blanc-bec. Non, est-ce que c'est un être humain? J'en sais pas beaucoup de cette chose-là. Et ça réconforte tous les panafricains dans le fait qu'il y a un renouveau panafricain qui est en marche. Et l'Afrique ne se laissera plus jamais marcher sous les pieds par cet ordre colonial de notre âge, mais surtout par cette élite mondialisée, pervertie, pourrie, qui pue de manière pestilentielle, n'est-ce pas, les déjections animales, qui restent avec leurs pratiques là-bas. L'Afrique n'en a pas besoin. Et c'est l'oxygène pur que nous respirons au quotidien et nous allons continuer à préserver ce cadre de vie. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre marqueur biologique et nous ne sommes pas prêts à perdre ce petit paradis sur le plan civilisationnel, sur le plan culturel, sur le plan même psychique que constitue cet univers. Donc restez avec votre poubelle là-bas et ne venez pas polluer, n'est-ce pas, l'espace africain qui est en pleine refondation et qui va de l'avant en accord avec ses ancêtres. Pendant ce temps, la France ne connaît rien d'autre. Apparemment, elle ne sait pas ce qu'on appelle l'amitié entre des nations. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle la sécurité, l'économie et tout ce qui va avec. La seule chose qu'elle propose aux Camerounais, c'est de défendre les LGBT. Allez savoir ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Côte d'Ivoire, élection locale, que cache le financement de Bruxelles? Je me tourne vers vous, patient parfum d'homme. C'est, on le dit comme ça, le énième financement de Bruxelles dans les élections. Et cette fois-ci, l'élection locale aura bien lieu le 2 septembre prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous de poser la question, que cache le financement de l'Union européenne? Les financements de l'Union européenne ont un seul objectif, c'est de contrôler le processus électoral et de choisir qui va présider à quoi. Même pour les élections locales, on est déjà en train de faire le tamis, le tri, pour que les gens sortis de là avec des candidats qui vont prédestiner à la direction des pouvoirs locaux et des pouvoirs législatifs ne leur échappent pas. C'est ça le fondement de ce financement qui n'est rien d'autre qu'un autre moyen de corrompre la classe politique africaine.
Et nous voyons chaque fois que les pays africains prennent le courage de refuser ces financements avec tout ce qui va comme en venant de contrôle, n'est-ce pas, du processus, on a des résultats qui nous donnent des élites qui dirigent le pays qui sont moins assujettis, n'est-ce pas, à la pression française et la doctrine française. Mais quand des pays comme la Côte d'Ivoire, dont on nous racontait qu'ils ont des croissances à 2, 3, 5, 10 chiffres, continuent pour organiser des petites élections, de tendre la main à la France et d'accepter ces financements, ça dénote tout simplement du fait que nous sommes ici dans une opération où un groupuscule, d'abord d'étrangers, quand je parle d'étrangers, je ne parle même pas de leur pays, mais d'individus étrangers qui ont décidé de faire une OPA de manière définitive sur un pays aussi important que la Côte d'Ivoire, en écartant des cercles essentiels du pouvoir, les vrais Ivoiriens. Voilà le projet de cette affaire-là. Et nous disons aux Ivoiriens, j'espère qu'on n'a pas besoin de vous faire un dessin. Vous voyez ce qui est programmé pour vous. C'est-à-dire, on veut des mercenaires étrangers, ce n'est pas parce qu'ils ont la peau noire, au service de l'impérialisme français pour diriger votre propre pays, en excluant de ce centre de décision les vrais Ivoiriens. C'est ça le problème que vit la Côte d'Ivoire depuis pratiquement les années 2000. C'est ça le fond de ce problème. Donc on ne peut pas comprendre qu'un pays avec un économiste qui a relevé les économies du Japon, du Nord Kalimantan, du Brésil, tout ce que vous voulez, soit incapable avec des fonds propres, d'être capable de financer une... 400 000 euros, si nous arrondissons en francs CFA, ça fait 260 millions. Je vous pose la question, 260 millions, ça a dépassé la Côte d'Ivoire d'organiser cette élection. Ça n'atteint même pas les frais de maquillage de son épouse française, madame... je ne la connais pas. Mais, oui, ouais, elle a fait les OPA sur beaucoup d'hommes importants en Afrique. Je pense au père Omar Bongo, je pense même au père Oufouette Boigny. Par moment, il faut dire la vérité. Vous comprenez? Oui. Donc, ça ne correspond même pas à ces faits de maquillage. Comment Ouattara peut nous dire qu'il n'a pas d'argent? 260 millions. C'est quoi ça? Mais c'est de pipi de chat pour lui. C'est des broutilles pour lui. Et qu'on va nous bassiner les oreilles, le ramdam de oui, c'est nous qui avons financé les élections. C'était ce que le piège dans lequel, je pense, le président Laurent Gbagbo était tombé, après le financement et de l'ONU, même comme il était démontré qu'ils n'ont pas donné grand-chose. Mais vous avez vu, ils ont conditionné ce financement par le fait que c'est l'ONU qui devait prétendument certifier le résultat des élections en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu ça où? Au monde? Où avez-vous déjà vu ça? Où? Donc on nous ramène ces vieilles recettes qui ont montré leurs limites, mais surtout leur côté pervers du point de vue de la capacité des Africains de se réapproprier de leur souveraineté. Et nous, on la remet sur la table. Et les gens sont là, ils regardent. Cette élection-là, l'organisation de cette élection est déjà viciée à la base avec cette affaire de ce financement français. La Côte d'Ivoire, c'était un véritable État dirigé par des Ivoiriens, parce que c'est un groupuscule d'étrangers qui a fait main basse avec la complicité de Paris sur l'État ivoirien. Oui. S'il était vraiment dirigé par les Ivoiriens eux-mêmes, de véritables nationalistes, de véritables patriotes, ils devaient tout simplement décliner cette proposition française en disant nous avons suffisamment de quoi être en capacité d'organiser nous-mêmes nos propres élections. Regardez le Mali qui vient d'organiser un référendum. Le Mali dont on nous disait qu'on devait expulser. Vous avez entendu qu'il y a eu de l'argent venant de parler de Londres, de Washington. Et tout le pays a participé justement à ce référendum. On nous faisait croire d'ailleurs avec les médias mainstream que ce ne fut pas le cas. Eh bien, nous avons des images de quoi et des recoins du Mali où l'élection s'est très bien déroulée. Donc, posons la question aux leaders de l'Afrique de l'Ouest francophone, économiquement parlant, avec le grand professeur sorti de Harvard qui est incapable de financer une élection chez lui. J'insiste en vous disant que c'est une caution qui va permettre à la France de contrôler l'ensemble du processus électoral et de faire de tamis sur ceux qui l'auraient choisi comme devant diriger politiquement les institutions ivoiriennes. Et ça commence par les élections locales. C'est pas même chose. Et ça ne va pas vous étonner que cette chose-là que nous refusons au Cameroun, en Côte d'Ivoire, il commence à avoir des sons de cloche pour dire qu'il faut dépénaliser l'homosexualité. Oui. Ça fait partie de tout ça. Mais hier n'est pas aujourd'hui.
Si encore hier, quand tu disais niet, on fermait certains robinets financiers sur la place internationale, aujourd'hui, le monde, comme il n'est plus le même, et qu'il y a déjà un schisme, mais du point de vue de la finance internationale, il y a d'autres robinets. Si vous fermez ces autres robinets, vous seront ouverts ailleurs. Le monde de BRICS est en train de créer sa propre finance. Il y a la finance islamique, il y a plein de finances. Il suffit seulement d'avoir un peu de courage politique pour dire aux gens non. Ce chantage est terminé. Mais bon, ne soyons pas nous aussi un peu excessifs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de M. Ouattara? Et on ne peut pas être étonné que Ouattara, qui est leur petit toutou, le chien couchant de l'impérialisme en Afrique de l'Ouest, puisse accéder à cette détermination par le biais de cette... Je dis que ça n'atteint même pas l'argent de toilette de Mme Ouattara. 260 millions de francs CFA, c'est rien du tout. Préciser. Ça n'atteint pas ce que Mme Ouattara utilise à la fin de chaque mois pour son propre besoin de maquillage. Donc vous voyez comment on se moque des Africains? Ou jusqu'à quel niveau on nous crache dessus? Ou jusqu'à quel niveau on montre, n'est-ce pas, à l'opinion internationale que ces gens-là n'ont pas de valeur, ils ne valent rien. Vous voyez comment on piétine notre dignité? Je crois sincèrement que, bon, on n'a pas besoin, comme je l'ai dit à l'entame ce pour faire un dessin. On va très bien. Et on voit la finalité, l'horizon qui est proposé aux Ivoiriens aujourd'hui. Où tu marches, où tu crèves. La Côte d'Ivoire pèse quand même des milliards, un budget extraordinaire. Et comment est-ce qu'on peut accepter un financement de 400 000 € venant de l'Union européenne, passant justement par le PNUD? Bon, en fait, c'est la France. Vous Ou bien c'est juste des chiffres fictifs? Non. En fait, ces chiffres-là vont leur donner, comment dire ça, le toupin de s'introduire sur la question électorale et de donner leur avis. Leur avis souvent qui sont même des recommandations qu'il faut appliquer. On n'a pas besoin de ça pour organiser une élection en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est riche. À moins que, là encore, nous soyons dans une fémania qui n'en finit pas, où les chiffres qu'on annonce ne sont pas dans la réalité. Bon, on sait que beaucoup plus, ce n'est pas beaucoup plus dans la réalité, mais au moins, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est riche. Un seul individu autour de M. Ouattara peut débourser de sa poche les 260 milliards. 260 millions et donner à l'État. Ça, c'est quoi? Lui, c'est des pipis de chat, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, je ne comprends pas. Quand son ami Sarkozy vient en Côte d'Ivoire et ils vont s'encanailler là-bas à Sini, il lui donne combien comme argent de poche pour rentrer en France? Il lui donne combien? C'est des milliards qui tombent, gosse. Donc, il faut arrêter de vous moquer des Africains. Monsieur Ouattara, arrêtez de vous moquer des Ivoiriens. Apparemment, quand on dit Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même vibration pour toi que pour les nobles Ivoiriens qui sont chez eux et qui vivent ça vraiment avec des arrois. Vous avez fait venir les armées étrangères, vous avez fait venir des mercenaires étrangers, ils ont tué les Ivoiriens, ils les ont massacrés. Mais arrêtez quand même. Et aux Ivoiriens, votre pays, attention, ne pensez pas que les sacrifices faits sont suffisants. Vous voyez les menaces qui arrivent. À vous de vous unir. Je vois des sons de cloche dissonants. Alors que le monstre est là. En face de vous, il n'est pas encore mort. Faites attention. Je vois des divergences inutiles. Même des gens avec qui on a partagé des plateaux, qui insultent les autres, tel n'est pas ceci, le président Barbeau c'est qui. Ce n'est pas comme ça que vous allez faire pour vous. Chasser ces étrangers qui ont fait une OPA inamicale sur votre pays. Attention. Donc je pense sincèrement que nous sommes là face à une énième opération, une tentative opération de domestication de la volonté, de la dignité, mais surtout de la souveraineté ivoirienne. Et les gens ne tomberont pas sur ce piège. Vous avez déjà vu, j'ai vu l'une des conférences de Mme Habiba Touré, conseil du président Babo et du Parti des peuples ivoiriens Côte d'Ivoire. Regardez les listes électorales. C'est n'importe quoi. Vous avez une seule femme qui a accouché 541 enfants. Tous ces enfants, ça veut dire que la femme et tous ces enfants, les noms sont dans la liste électorale. Est-ce que c'est possible? Ouais, bourse. Et voilà comme ça que ça commence. Voilà comme ça que ça commence.
Et on va vous dire après que non, les élections sont bien passées, l'Union européenne a accepté les résultats et les a validés, et voilà. À ce propos, justement, Patient Pafindom, à 2 ans de la présidentielle ivoirienne, ce sera justement en 2025. Combien aujourd'hui pèse, on le dit politiquement, Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié? On parle d'un double scrutin du 2 septembre prochain, municipal et surtout régional. On a l'impression finalement qu'avec le financement de l'Union européenne, passant par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, il y a certains qu'il faut écarter tout de suite pour qu'ils n'arrivent pas à la présidentielle. Il faut surtout que les vrais Ivoiriens se mettent d'abord ensemble. On prend toujours l'exemple de la Chine. Dans son histoire, la Chine a été agressée par le Japon à un moment donné. Elle devait faire face à la Deuxième Guerre mondiale qui battait tambour. Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung se sont regardés. Des ennemis mortels, hein. On dit, bon, on a beau être des ennemis, mais nous sommes d'abord des frères. Il est hors de question qu'on accepte la domination nippone sur notre peuple. Donc, moi, le leader du Parti communiste, toi, le leader de Kuomintang, nous décidons d'abord de commun accord d'enterrer l'âge de guerre. On reforme nos troupes. On combat l'ennemi extérieur qui veut nous assujettir. Et c'est ce que la Chine a fait. Ils ont d'abord chassé l'ennemi japonais, qui était sur le point vraiment d'imposer sa domination sur la Chine pour très longtemps. Après avoir chassé l'ennemi japonais, bon, ils ont dit maintenant on déterre l'âge de guerre, puisque nous avons une adversité qui ressemble à des liquides qu'on ne peut pas mélanger, non miscibles, comme on dit en français. Et ils ont continué le combat jusqu'à la victoire du bloc communiste dirigé par Mao, et le bloc nationaliste, entre guillemets, de Chiang Kai-shek s'est retrouvé à Taïwan. C'est ça qui font Taïwan d'aujourd'hui. Comment les Ivoiriens ne comprennent pas ça? Il faut qu'on l'explique avec quel langage? Dans quelle langue? À ce sujet, justement, Patient Pafindom, le PDCI et le PPACI veulent saluer pour cette élection municipale et régionale du 10 septembre prochain. Mais des blocages persistent. Bon, ça fait partie des négociations au niveau des appareils. Parce que vous savez, politiquement, ça pose souvent des problèmes. C'est-à-dire, par exemple, vous avez votre parti, moi je suis du PC, mais on décide de faire joint venture pour se planter à Douala 5e. Et j'estime que je dois prendre la tête des listes pour estimer que vous êtes plus fort sur le plan de la mobilisation locale et que d'une manière quasi naturelle, il vous reviendrait de prendre la tête de liste. Bon, ce sont des petits, et moi peut-être j'ai une personnalité un peu importante que je veux valoriser dans cette commune-là. Ça, ce sont des négociations d'appareils. Les appareils peuvent gérer ça. Mais, Ngos, ce qui est fondamental, c'est la détermination des Ivoiriens de se mettre ensemble. Et ils ont déjà fait le pas. Que tous les Ivoiriens se mettent d'abord ensemble pour chasser cette cohorte de mercenaires étrangers avec l'accord de la France qui ont pris le pays en otage. C'est ça la vérité. Donc ce n'est pas le moment des débats, Gbagbo, Blé Goudé, Konan Bédié, je ne sais pas, Simone Gbagbo, ce n'est pas le moment. Vraiment, je ne sais pas comment il faut faire pour le leur dire. Je sais que beaucoup sont corrompus par le pouvoir en place. Mais qui se réveille? Ce pays va leur échapper. Et définitivement, ce sont les Madame Kandja Kamara qui vont conduire les dirigeants s'ils ne font pas attention. Donc, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Ça n'a rien à voir d'une quelconque xénophobie. Qu'on ne vienne pas vous dire que comment un panafricain comme Patient Pafindom vient le dire. D'autant plus que M. Ouattara, Burkinabé, il ne représente pas les intérêts de Burkina Faso en Côte d'Ivoire. C'est un mercenaire étranger. Et ils sont nombreux comme ça, nous le savons pertinemment. En Afrique, c'est ce que vous appelez les endocolons. Oui. Alors, pourquoi on doit hésiter de dénoncer ce fait? Ces gens ne sont pas au service du peuple ivoirien. Ils sont au service des intérêts étrangers. Il faut avoir le courage de les dénoncer, de dire. Mais surtout, ils ont fait une espèce de ce que vous appelez de rattrapage qui est terrible. Pour consolider le socle sur lequel ils sont assis, ils disent venez aux étrangers de la Côte d'Ivoire et ils leur donnent des postes de responsabilité
en excluant les Ivoiriens eux-mêmes de ce poste de responsabilité. Comment on peut exclure des listes électorales quelqu'un comme le président Laurent Gbagbo? Mais on est où là? Est-ce que ce n'est pas une autre crise qui est en train de couver du côté de la Côte d'Ivoire? Mais le responsable sera M. Ouattara. Et la France va assumer les conséquences. Mais je peux vous dire aujourd'hui, à la France et à M. Ouattara, hier n'est pas aujourd'hui. Si hier vous avez manipulé les Maliens qui vous ont fourni des hordes de mercenaires pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, si hier vous avez manipulé les Burkinabés avec le beau Blaise qui a fait du Burkina Faso la base arrière de cette opération de mercenariat avec les conséquences dramatiques que nous connaissons. Plus de 20 000 morts. Oui. Si hier vous avez tenté d'instrumentaliser quelques Libériens, quelques Sierra Leonais, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les temps ont changé. Les réalités de cette sous-région ont évolué. Vous n'aurez plus ce soutien-là. Et pour me croire. Et c'est là où vous voyez comment l'histoire nous punit quand nous prenons les mauvais chemins et les mauvaises décisions. L'histoire, c'est nous punir, si je suis un gosse. Imaginons un seul instant que les Maliens de l'époque n'avaient pas joué le rôle de cette trahison contre l'Afrique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on aurait un gouvernement qui n'aurait jamais accepté les sanctions qui ont été imposées au Mali. On est d'accord? Oui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on aurait un pouvoir qui n'aurait jamais accepté les sanctions qu'on impose au Burkina Faso. Au contraire, la Côte d'Ivoire devait être une base arrière d'une fluidité exceptionnelle pour renforcer les capacités militaires, économiques et de résistance de ces deux peuples. C'est ça la réalité. Donc, à nous faire Burkinabé. Mais le Burkina Faso n'a pas eu que Blaise Compaoré dont nous contestons la gestion et que nous combattons. Le Burkina Faso, c'est aussi le pays du grand Thomas Sankara que nous aimons tant. Donc, quand on fustige M. Alassane Ouattara en disant ce faux Burkinabé qui est au service de l'étranger, c'est parce que il ne représente quand même pas le Burkina Faso de Thomas Sankara. Il faut qu'il le comprenne très bien. Donc, aux Ivoiriens, je dis, de toute façon, la balle est dans votre camp. Si vous voulez vous faire avoir et continuer dans cette terrible descente aux enfers, avec un pays occupé par une horde de mercenaires étrangers, et qui passe de clé de... Quand vous regardez même, moi j'ai beaucoup d'amis ivoiriens, je ne m'en cache pas, je le dis. Regardez le taux de mortalité parmi les enfants jeunes en Côte d'Ivoire. Mais la fiole là, elle continue de se balader en Côte d'Ivoire. Hein. C'est qu'il y avait un projet d'éliminer tous les Ivoiriens de souche, même ceux qui étaient dans le camp de M. Ouattara. On peut les compter. Hein. Les Balaï Keïta, on peut commencer à faire la liste. Dont les derniers ont été les Bakayoko. Où est Soro? Où est Guillaume Soro? Où vous voyez le salaire de la perfidie, de la trahison de son propre peuple? Serait où? Il est pourchassé comme un fugitif parce que Ouattara veut le tuer. Peut-être même pas seulement politiquement. Donc, il ne faut jamais faire de mauvais choix. Surtout, chaque fois, comme le disait Marcus Garvey, nos obédiences spirituelles, religieuses font partie de notre sphère privée. On doit avoir des constances, des invariants, des fondamentaux. L'Afrique, c'est notre mère patrie. L'homme noir, c'est notre frère. Soyons amis de l'obédience, même bouddhiste. Mais chaque fois que les intérêts des lobbies dans lesquels nous sommes portent atteinte à la dignité, à l'honneur et à l'Afrique, nous devons prendre le parti d'Afrique de manière mécanique. Même si vous êtes résultat, franc-maçon, tout ce que vous voulez, comme les gens qui sont à Abidjan là. C'est cette césure dont ils ont été incapables d'opérer. Et c'est pour cela qu'ils sont de véritables endocolons et ne comprennent pas. C'est d'abord les intérêts de notre continent, de nos populations, de notre peuple, qui doivent être au paramount. Ils doivent être le paragon de nos intérêts. Nous ne devons pas accepter que des gens
Comme j'ai vu hier dans la nuit, j'ai encore vu cette double vidéo où j'ai failli pleurer. Monsieur Ali Bongo et Sassou Nguesso sont adoubés comme grand maître la franc-maçonnerie dans leurs pays respectifs. Et vous écoutez les discours et ils sont clairs. Je peux vous envoyer la vidéo tout de suite. Les gars disent qu'ils sont là pour protéger d'abord les intérêts maçonniques. Mais français. Voilà. Vous voyez comment on domine des gens? Et Marc Gravenou disait chaque fois que, où que vous soyez, les intérêts de là où vous êtes sont en contradiction avec les intérêts de l'Afrique, protégez d'abord les intérêts de l'Afrique. Protégez d'abord votre continent. C'est ce que je demande aux Ivoiriens. Votre guéguerre là, oh, elle est inutile. Mettez-vous ensemble. Que ceux qui ne sont pas forts fassent même profil bas. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Ça va nous éviter d'avoir des gens qui errent comme des apatrides, comme le fait Soro aujourd'hui, à cause de ces mauvais choix. Il faut mieux mourir debout que d'être dans la posture de M. Guillaume Soro aujourd'hui. Et vous comprenez, je fais un clin d'œil à Franck Yamsi, que quand on lui parlait d'Arou qu'ils avaient pris là, et nous traitaient des gens qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Oh, Yamsi, on a où aujourd'hui? C'est mon frère, hein? On a où aujourd'hui, Franck Yamsi? C'est vrai, il ne m'a jamais répondu. Mais cela ne me désolidarise pas de son action et de soutien qu'il doit avoir parce qu'il a attaqué par M. Macron. Vous avez vu que je l'ai soutenu. Mais je dis sur la question, comme on fait la part des choses, sur la question ivoirienne, vous avez fait un très mauvais choix. Et ce choix-là va vous suivre éternellement. Merci à vous, patient parfait, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Et beaucoup de courage au vaillant peuple ivoirien. Je ne vais pas saluer mes amis de la Côte d'Ivoire ce matin. De temps en temps, vous aussi passez des coups de fil. Parce que cette affaire, on appelle ça la visite de Canaries à la rivière de manière éternelle. Il faudrait que de temps en temps aussi que la rivière vienne nous rendre visite aux Canaries. Parce que sinon, ça devient une amitié unique. J'en étais. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très